Salut les potes, bienvenue dans DCP, du ciné et des potes pour votre émission bi-hebdomadaire proposée par le Wishing Light Channel et Cody Baby Ghost. Avec moi autour de la table, Jérémy, Fred, Julien, bonjour les Pote. Poto. Salut mon poteau. Bonjour. Au programme de cette émission du Space Opera, parce que d'un côté on a l'un des blockbusters les plus ambitieux de l'année, et de l'autre on a un des blockbusters les plus ambitieux du cinéma français, qui est un film de science-fiction campagnard. Au sommaire de cette émission, les actus et les critiques de Dune, deuxième partie, et de l'Empire de Bruno Dumont. Et en deuxième partie, je vais vous faire jouer avec les Oscars. Jérém analyse les chiffres des Césars 2024, et on a la carte Joker de Frédéric. Il vient de se souvenir qu'il a une carte Joker. Non, je l'avais travaillé. Tu l'as travaillé. Ok, et du coup les gars, quoi de neuf dans le monde du cinéma? Est-ce que vous aimez les séries? Ouais, ça va. Ouais. Bah, le mois de juin va être fait pour vous alors. Parce qu'on a 3 grosses séries dont les saisons sortent. On a la saison 4 de The Boys sur Amazon. On va avoir House of the Dragon saison 2. En juin. Et oui. Et surtout, on va avoir la saison 3 de The Bear. Voilà. The Bear. Oui, The Bear, pardon. Parce que The Bear, tu vois, Jérémy alcoolique. Je sais pas trop. C'était pour la blague. Ah, ok. Jérém. Alors, pour moi, la news qui vient tout juste de tomber, c'est l'annonce du prochain film des Daniels, donc Daniel Kwan et Daniel Scheinert, le duo derrière Everything Everywhere at Once. Alors, il va falloir être patient puisque la sortie a été annoncée par Universal, mais pour le 12 juin 2026 aux États-Unis et donc probablement 2 jours avant en France. Ok, et bah moi ma news elle concerne le film Mary Poppins, le film Disney de 1964. Est-ce que vous avez entendu parler un peu de ce qui s'est passé avec Mary Poppins? Non. Non. Et bah en fait il a été reclassifié en Angleterre, au Royaume-Uni en fait. Ils ont fait une révision de classification et le film est passé de U, donc universel, à PG, soit Parental Guidance. Donc en fait c'est pas vraiment une limite d'âge, mais c'est juste une invitation aux parents à faire gaffe à ce qu'ils montrent aux enfants. D'accord. Et en fait, pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'il y a un mot, c'est pour langage discriminatoire, mais c'est pour un mot en particulier, c'est le mot Hottentots, qui est utilisé 2 fois dans le film. Alors en fait, c'est un mot péjoratif qui suggère une forme de racisme pour désigner les Keklo. C'est un groupe d'indigènes d'Afrique du Sud. Bref, on passe aux critiques et on va parler du premier film de science-fiction de notre émission. On va parler de Dune, deuxième partie. Vous combattez les Harkonnen depuis des décennies. Charge! Ma famille les combat depuis des siècles. Ton sang à toi vient de ducs et de grandes maisons. Ici, on est tous égaux. Ce qu'on fait, on le fait pour que tous en profitent. Eh bien, j'aimerais beaucoup être ton égal. Je te montrerai peut-être le chemin. Ce deuxième film vient clore l'adaptation du premier tome de Dune de Frank Herbert. Dune, deuxième partie. Paul Atreides s'unit avec Chani et les Fremen tout en préparant sa revanche contre les conspirateurs qui ont détruit sa famille. Devant choisir entre l'amour de sa vie et le destin de l'univers connu, il s'efforce d'empêcher un terrible futur que lui seul peut prédire. Qui a lu le bouquin Dune ici? Je crois qu'il n'y a que toi, Il y a que Owen, toi. qui Non, a il y lu a le que bouquin. Il y a que toi qui peuvent vraiment bien en parler, quoi. D'accord. Et en plus, tu as vu le film de David Lynch, il me semble. Ouais, j'ai vu le film de David. Qui a vu le... Personne d'autre aussi a vu le film de David Lynch? Non. C'est nul. Mais ouais, non, c'est. Vous me regardez tous, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Bah, dis-nous ce que t'en as pensé Voilà, par donne rapport au ton bouquin. avis, ouais. Par rapport à l'adaptation, parce que de ce que j'ai compris, c'est qu'il a pris beaucoup de liberté, c'est ça? C'est qu'il a dit que non? Ça va. Franchement, ça va. C'est, il y a une ou deux libertés, surtout par rapport à la sœur de Paul Atreides, mais sinon, non. Non, juste, moi, je donne un peu mon avis sur le premier volet, parce que le premier volet, j'avais bien aimé. Je trouvais ça beau, je trouvais ça très bien réalisé, et je trouvais ça très chouette. Par rapport à ce deuxième film, moi, je le trouve très éculé. Il y a plus trop d'idées de mise en scène dans celui-là. Je me suis fait chier devant. Et surtout, c'est un film qui m'a épuisé, parce que je les ai enchaînés les deux au cinéma, dans un marathon de 5h20 de film, entrecoupé par une interlude de kebab, qui m'a sans doute assassiné. Parce que je vous jure que Dune 2, ça m'a fatigué. Mais en fait, Peut-être qu'enchaîner les deux aussi. Ouais. Mais ça pose une question aussi de l'œuvre en tant que le premier volume et le deuxième volume, mais aussi en tant qu'œuvre intégrale. Parce qu'on peut juger le film, le 1, séparé du 2, mais après, il faut aussi avoir qu'est-ce qu'on en sort finalement de ces 5h20 de film. Bah, moi, il me semble que de base, Villeneuve, quand il a écrit le scénario, c'était Dune. Mais genre Dune, pas Dune partie 1, 2, Dune. Donc, on est quand même face à un film qui est pensé comme un gros bloc de 5 heures. Enfin, t'as vu les deux à la suite, mais il faudrait qu'il y ait un montage Ouais, c'est ça. potentiellement, de Bah, 5 heures. Un super montage. Mais tu vois, je me suis dit, en allant voir ça, je me suis dit, ah, c'est pareil que de me faire la trilogie version longue du Seigneur des Anneaux. Ça fait 12 heures. Et ben, je pense que j'aurais plus de patience et de passion à remater l'intégrale du Seigneur des Anneaux que les 5h20 de Dune 2.
Mais vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Là, vous me regardez, mais... Un peu comme le 1, c'est que c'est un blockbuster intéressant, c'est super beau, tu t'es émerveillé, quoi. C'est un film de l'image, mais après, si t'approfondis, quoi. Moi, je sais pas, niveau scénario, je suis pas. Non, je sais pas, vous en pensez quoi? Genre. Moi, estomaqué, quoi. je trouve que c'est intéressant parce qu'on parlait des 5h20 et tu parlais du Seigneur des Anneaux. Et j'ai eu beaucoup aussi le comparatif avec le Seigneur des Anneaux en sortant de la séance. Parce que je me dis, après, le Seigneur des Anneaux, en version que ça te fait sûr, ça fait 12 heures. Donc c'est quand même beaucoup plus de matériel. Mais je me dis, rien qu'à travers le 1 et le 2, en version courte par exemple, donc on serait à une durée proche de ce que propose le Dune intégral. Je trouve qu'on en ressort avec beaucoup plus de choses. Et je trouve qu'au finalement, au bout de 5 heures, on n'en sort pas de grand chose de Dune. C'est beaucoup de sable. Alors, est-ce que... Moi, après, j'ai pas lu le roman, donc est-ce que c'est l'univers d'Herbert, c'est ça? Herbert, ouais. L'univers d'Herbert qui est très... peu développé, mais très centralisé autour de Dune. Donc, il y a peu de voyages, peu de choses. Mais je trouve qu'il se passe très peu. En fait, même en termes de narration, Dune, ça se résume très facilement. C'est Paul Atreides qui arrive avec sa famille sur une planète. Sa famille est tuée. Il rencontre les rebelles. Voilà, c'est vraiment... Ils ont la fonction de rebelles. Il s'allie à eux. Et il gagne. Et en fait, t'as très peu de voyages, t'as très peu de choses. Il se passe pas grand-chose dans Dune. Alors, je vais répondre à ta question. Oui, le tome 1, et même le tome 2, parce que j'ai lu les 2 premiers tomes, sont très centralisés sur la planète de Dune. Mais l'univers de Dune est tel qu'il est vraiment pas possible à retranscrire. En fait, et ça c'est quand même que tu ressens, quelque chose que tu ressens dès le premier tome, c'est toute l'envergure de l'univers qui se dépeint de Dune. C'est-à-dire qu'un des gros ratés de cette adaptation, en même temps c'est tellement difficile à adapter Dune, c'est l'importance de l'épice. Parce qu'en fait, le bouquin t'explique beaucoup l'enjeu géopolitique de l'épice. Et c'est tout ce dont il est question finalement dans Dune. Et c'est ce sur quoi Paul Atreides fait pression dans le film. Enfin, dans l'histoire, il fait pression parce qu'il doit se retrouver avec le contrôle de l'épice. Qui contrôle l'épice, contrôle l'univers entier. Il y a énormément de races, il y a énormément de concepts que le film met un peu sous le tapis parce que faut gagner du temps, faut que ce soit plus lisible, parce que si tu fais un film ultra explicatif comme l'est le film de Lynch, parce que c'est le travers dans lequel tombe le film de Lynch, c'est-à-dire qu'il veut tout expliquer, absolument tout, les concepts, tout ça, en fait le film finit par rien raconter parce qu'il se passe rien. Là, Villeneuve, il fait la logique inverse. Il explique le moins possible, mais du coup, tout prend moins de sens. Mais Jérém, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, pour donner mon avis très global sur les 2 œuvres que sont Dune partie 1 et Dune partie 2. Dune partie 1, j'ai commencé à trouver un terme qui est que j'utilise maintenant, l'effet Dune, quand je trouve qu'un film est magnifique visuellement, mais devant lequel je suis un peu plat, parce que certes c'est magnifique les images, ok, techniquement j'ai rien à redire sur ton film, mais putain j'ai l'impression de m'être bouffé 2h30 d'exposition, quoi. Ce qui est un peu le premier film, quoi. C'est ce qu'est le premier film, c'est que il te fait que ensuite le Des terme préparations des paiement. préparations, et le 2 c'est censé être des paiements. Mais je trouve qu'il y a même pas tant que ça de paiement dans le 2 en fait. Et donc j'avais cet effet, j'ai cet effet maintenant que j'appelle l'effet Dune. Et pour Dune 2, c'est un peu l'inverse. Là où dans le premier, il y a peut-être 30 minutes qui me captivent, dans le 2, c'est peut-être il y a 30 minutes que j'aime moins, mais le reste, je suis à fond dedans. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il y a plus d'action, ou c'est peut-être ce qui me manquait dans le premier, ou je ne sais pas. Mais je ressors plus satisfait de ma séance de Dune 2 que de Dune 1. Je partage ton avis par rapport au fait que moi aussi je préfère Dune 2. Mais comme je disais avant sur le fait qu'on n'en tirait peut-être pas grand-chose, c'est vrai que le 2... En termes d'univers, on voit plus de choses, que ce soit au niveau même des costumes et surtout au niveau du mysticisme. Et c'est vrai que ça donne vraiment quelque chose de super intéressant. Tous les concepts de messianisme, tous les concepts bibliques que partage le film, ça donne un intérêt et ça donne envie de se plonger là dans l'univers. Donc là, ça donne envie d'aller lire les romans, justement. Ça, c'est la recommandation que je fais, c'est de lire des bouquins. Je suis pas un giga fan des bouquins, mais c'est quand même vachement intéressant. Et surtout, surtout à partir du tome 2, ça part sur des réflexions théologiques. Alors Dune, ça doit être la série de bouquins la plus commentée, la plus étudiée par les universitaires et par les chercheurs. Peut-être parfois à tort, ça reste quand même quelque chose d'assez unique à toucher du doigt. C'est peut-être pour ça qu'il y a toute une difficulté à faire vraiment un film vivant, parce que c'est peut-être un univers qui est avant tout spirituel. Donc c'est dur de faire un univers d'aventure, d'action dans cet univers-là. Là où c'est vraiment un univers très géopolitique. Un truc, par exemple, tout bête dans les bouquins, c'est qu'un personnage peut dire une ligne de dialogue,
il y aura 5 paragraphes ensuite sur son interlocuteur qui va réfléchir à ce que la personne a dit. Est-ce que son interlocuteur, c'est un sous-entendu? Est-ce qu'elle le pense? Est-ce que c'est un mensonge? Est-ce que c'est... Tu vois? Et c'est ça qui est un peu passionnant dans le bouquin, et d'ailleurs dans la première partie du bouquin, avec toute l'histoire de la conspiration chez les Atreides, c'est parce que ils savent qu'il y a une menace, mais ils passent leur temps à réfléchir, sauf que cette réflexion-là, tu peux pas la montrer en film, et du coup c'est pour ça que le premier film vous a paru un peu plus relou. Ouais, j'ai adoré le premier. Ouais. Et moins le 2. Ah Ah Bienvenue Mais dans le club. pourquoi j'adorais plus le premier que le 2? Je sais pas, le 2, on l'a tellement vendu, enfin tout le 1 passe son temps à dire regarde, il va se passer dans le 2, regarde, il va se passer dans le 2. Et puis bah quand le 2 arrive, t'es un peu en mode ok, c'est cool, C'est tout. c'est là. Non mais je sais pas, le 1 m'avait plus plu, je trouvais que tout ce qui est géopolitique, etc. J'ai l'impression que ça se préparait, j'aimais bien voir la chose se préparer en fait. Et voir la chose se donner maintenant, ça me déçoit un peu plus. Ouais, ça fait un peu pétard mouillé. Ouais, je trouve. Je trouve qu'on reste un peu sur notre fin. Parce que, honnêtement, j'ai pas passé un mauvais moment devant la deuxième partie. Je m'attendais pas à voir un truc exceptionnel, à part peut-être au niveau des images. Et encore, je trouve pas ça si beau, puisqu'en fait, il y a que du désert tout le temps. Donc, c'est vite redondant. À part quelques plans de nuit ou quelques plans, je trouve, qui se démarrent, comme la danse dans le sable entre Zendaya et Timothée Chalamet, que là, j'ai trouvé vraiment belle. Mais... je trouve qu'on reste un peu sur notre fin en termes même de rivalité et d'opposition. Par exemple, le personnage d'Austin Butler, Fed Rota. honnêtement, c'est censé être vraiment l'antagoniste, mais ils n'ont aucune rivalité en fait. Ouais. Et ça tombe un peu comme un cheveu dans la Je suis soupe. très déçu de ça, ouais. Ouais, bah. Ouais, ça arrive sur la fin, et puis voilà, combat final entre les deux, au revoir, merci. En fait, il coche des cases comme dans tout science-fiction, mais en mettant des plans un peu plus beaux et un peu plus... Mais en même temps, t'as un blockbuster, c'est un blockbuster. Oui, non, bien il sûr. faut qu'il s'adresse au plus grand nombre, c'est pour ça que la question, certes, tu veux faire du blockbuster amélioré au niveau de la technique, mais au niveau du scénar, on va pas te Ça dire, reste, voilà. Ouais, mais au niveau du scénar, mais je me dis, c'est quand même un film qui fait 2h40 et des fois, je suis un peu sceptique sur le choix accordé à certaines scènes. Tu vas avoir des scènes, c'est très long. Paul qui est chez les Fremen, ça prend du temps. Qui les rejoint, qui s'habitue à leurs coutumes, leurs traditions. Mais le passage de Paul Atreides à Paul le Messie, À Ouzoul. voilà, à Ouzoul, se fait très rapidement au final. Ça arrive d'un coup d'un seul. J'ai trouvé qu'on avait Paul Atreides, je ne veux pas devenir ce que je vois dans mes rêves. Et finalement, il n'y a pas de Petit souci. poisson magique, et puis voilà. En parlant de ça, moi, ça a fait rire des personnes dans la salle avec qui j'étais, mais moi, le perso de Javier Bardem, à un moment donné, donc du coup, c'est Stilgar, pardon. Ouais, c'est le Messie. C'est bon, j'ai compris. On sait que t'es le mec qui croit que c'est le Messie jusqu'au bout, etc. Ouais, et que tu dose convaincs. d'humour, quoi. Je trouve que ça marche bien, moi. Il y a Moi, plus j'aime Jason bien. Momoa, donc... Je l'aime bien aussi, mais à un moment donné, c'est un peu lourd, quoi. Moi, j'avais parlé de ce qui avait été teasé dans la bande-annonce, c'était les plans en noir et blanc. Et qui était super cool. Moi, j'ai bien aimé le concept un peu Oui, d'une il en arène fait- fermée. Il en fait pas grand chose. Hein. Bah c'est ça, voilà, Ah, c'est c'est qu'une ça. scène, C'est que quoi. ça arrive et je me dis bon bah ça va revenir avec Timothée Chalamet, peut-être qu'il va revenir, il va se retrouver dans l'arène et puis bah non. En fait, moi, ce qui m'embête un peu, c'est que là, on parlait de désert, justement, d'environnement, on n'a que du désert. Et justement, c'est difficile de renouveler sa mise en scène avec du désert. Et je trouve que Villeneuve fait pas preuve d'une très grande inventivité dans ce film. Et surtout, son seul usage pour rendre les choses un peu plus lourdes, c'est la BO et les basses. Et les basses, à un moment donné, va falloir faire quelque chose. Il va falloir qu'il y ait une loi qui passe, je pense, comme dans l'industrie de la musique, parce que sachez que dans l'industrie de la musique, ça fait 20 ans maintenant qu'on a imposé un seuil de décibels. Et je pense que là, en ce moment, avec Denis Villeneuve et Christopher Nolan, qui n'arrêtent pas de faire péter les basses et qui n'arrêtent pas de faire monter le son de leur volume sonore, à un moment donné, il va falloir que ça arrête. Parce que surtout, Villeneuve, dans ce film-là, il en fait n'importe quoi. Je suis désolé, quand il y a Zendaya qui sort d'un hélicoptère et qu'on te fait... T'es en mode, ferme ta gueule, quoi. Laisse mes oreilles respirer. Mais je te jure, j'en pouvais plus. J'avais envie de sortir de la salle, en fait. Moi je me posais la question et en fait non ça allait, genre moi j'étais en mode ouais ok le son est pas si fort, non Alors pour l'avoir vu au Max Linder, qui a une des meilleures salles au niveau son de tout Paris, franchement, alors pas sur le coup, mais après coup j'étais en mode un peu mal au crâne quand même, mais franchement ça va, je m'attendais à pire. Parce que Owen l'avait vu avant moi et il m'a dit que t'as préparé tes boules qui est parce que là. sensibilité ouais. Je suis vieux aussi, hein, faut dire. Hein, je suis le plus vieux autour de cette table. Ça t'inspire quoi, toi, Julien? Bah, on pourrait se dire qu'à défaut de, comme tu disais, de renouveler sa mise en scène, on doit miser sur le son. Après, moi, je trouve la BO très belle, donc ça va pas me Mais la déranger. BO est top. Hein. Ah, la BO de Hans Zimmer est géniale. Et par contre, ce que je voulais dire aussi, c'est que je trouve bizarrement que quand le son n'est pas là, je le remarque aussi.
Enfin, quand il fait pas péter les basses et qu'il se pose un peu plus au niveau de la mise en scène et du son, franchement, ça se remarque. Moi, je trouve qu'il est pas assez souvent pas là. Mais finalement, il fait pas grand-chose de cette idée de son, parce que dans un environnement comme le désert, et notamment avec un personnage de Paul Atreides qui est rongé par le doute sur son destin, bah, il y aurait de quoi faire avec des plans sans le son, justement. C'est-à-dire l'idée de l'homme livré à lui-même dans le désert, et en fait, il n'utilise jamais cette proposition-là. Bah, pour moi, pourtant, il l'annonce dès le début. C'est même avant l'apparition du logo Warner Bros. T'as le. Alors, je sais pas qu'est-ce qui dit ça, mais tu sais, le truc avec les sous-titres, genre le contrôle de l'épice ou je sais pas quoi. Enfin, c'est que du son. Et c'est un son qui te pète les oreilles d'entrée. Pour moi, il fait un peu sa note d'intention avec ça, quoi. Un peu comme la zone d'intérêt, quoi. C'est au début, on te met du gros son et puis. Dans un autre style, oui, mais oui, un peu pareil, quoi. Ok. Et moi, j'aimerais bien mener un peu toute la discussion sur l'incarnation de Paul Atreides par Timothée Chalamet. Il a changé. Enfin, j'ai pas l'impression d'avoir vu le même Et acteur. oui, parce que en vrai, pour avoir enchaîné les deux, du coup, Ça se voit, hein, il y a une vraie différence. je me souviens que je le trouvais pas crédible dans le premier. Maintenant, je reconsidère totalement mon truc. Je trouve qu'il passe bien, en fait. Voilà. Oui, j'y crois plus dans ce deuxième volet. Non, mais j'ai senti, même moi qui a eu le film il y a 2-3 ans, du coup 2 ans, bah, j'étais en mode ok, il joue pas du tout de la même façon. Enfin, ça a grave changé. Genre, Après, il surjoue un peu des fois, je trouve. Oui, bon. Mais juste en matière de carrure, d'occuper les écrans, il incarne différemment son corps. Et c'est très bien joué. Moi, j'avoue, j'ai pensé à Wonka à un moment. Pareil. Mais du coup, pas de manière négative, ça m'a fait rire en disant « Ah, cet homme, c'est Wonka », mais je me suis dit, justement, c'est impressionnant, cet homme qui, quelques mois, je le voyais en train de jouer Wonka, arrive à sortir totalement de son registre, et c'est cool. Bah ouais, maintenant je reconsidère un petit peu plus Timothée Chalamet. Il aura fallu Wonka et Dune 2. Faut que tu vois d'autres films avec lui, genre Bah j'avais vu Call Me By Your Name. Hein. Bones and All, d'autres films de Ah lui. non, ça me tente pas. Et du coup, par rapport au reste du casting, parce que c'était un film avec beaucoup de monde, mais est-ce qu'on ne voit pas que Timothée Chalamet, Zendaya et Javier Bardem, alors que à côté, on avait quand même Léa Seydoux. Moi, j'étais content de pas trop la voir. On s'y attendait. J'étais vraiment en mode merci. On a que tu Florence. ne sois Non, mais il y pas a trop là. il y avait Florence Pugh qui était là aussi. Il y Après, a Florence- Anya Taylor-Joy. Bon, Florence là, c'est du Pugh, caméo. Que Florence Pugh, c'est un peu la Zendaya de Dune 1. C'est qu'elle apparaît à la fin et puis on sait que dans. C'est vrai que Zendaya, j'avais oublié, mais on la voit absolument pas dans le 1 quasiment. Non, sacré casting, c'est vrai. Et c'est ce que je disais à Owen, j'avais l'impression qu'il avait. Même pour un tertiaire, il s'est dit vas-y, je vais aller prendre un bête d'acteur. Enfin, voilà quoi. Moi je trouve juste. Il y a une erreur de casting que je pardonne pas trop. Oui. Pourtant, c'est un acteur que j'aime beaucoup de base, c'est Christopher Walken. Qu'est-ce qui s'est passé avec Christopher Walken? Alors voilà, ce qu'est Paddy Chan 4 ou 6, l'empereur dans Dune. C'est un homme qui a vécu énormément longtemps, qui a vécu le poids des années, mais qui a quand même énormément de vivacité. Alors, je suis pas un fanatique de Dune, je suis pas un nerd qui est en mode ah, ça ressemble pas au personnage du bouquin, mais ça explique quelque chose. Ça explique quelque chose sur l'univers de Dune et le fait d'avoir un un personnage qui est à la fois extrêmement vieux mais qui en même temps a cette vivacité, c'est ce contraste-là qui fait toute la saveur du personnage. Christopher Walken est juste vieux. Moi j'ai dit fallait prendre Tom Cruise quand il m'a dit ça. Mais c'est pas faux. C'est pas faux en vrai, parce que Tom Cruise, il fait vieux, mais il fait jeune aussi, tu vois. Alors que Christopher Walken, il est penché, il peine à tenir debout, il fait « Je suis l'empereur, mais je vais bientôt mourir !» Puis Tom Cruise, il a cette aura d'être l'acteur de Mission Impossible et de tout autre film d'action où il en bave. Donc, Ouais. forcément, même si dans un film comme ça, ces personnages qu'il a pu jouer n'ont absolument rien à voir avec l'univers, en tant qu'acteur, bah, ça se sent. Il l'incarne C'est- parfaitement. Et c'est d'autant plus drôle que Christopher Walken dit un moment à Paul qu'il a tué son père parce qu'il était faible, mais quand tu vois Christopher Walken en tant qu'empereur, Voilà. Oui, parce que ça s'est passé il y a quelques semaines quoi. Enfin... Voilà, c'est... Non, dans le Plusieurs bouquin... mois, des années même. Dans le bouquin, il y a des années qui se déroulent. Ouais, bah je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a quelques semaines dans le Bah film. ouais, c'est bien Dans le ça. film, j'ai l'impression de plusieurs mois quand même. Il y avait des moments où il y avait des ellipses. Quelques semaines, plusieurs mois, c'est Ça. Et Zendaya, je suis pas convaincu non plus. Ah ouais. Ouais. Ça Ouais, reste pareil. Zendaya, quoi. Bah, elle incarne Zendaya, mais sans Je suis d'accord autre, aussi. sans autre divergence de son... Ouais. Il y a un je trouve truc- que son regard passe bien. Ouais, moi je Moi, je sais la trouve pas, convaincante. J'ai du mal. Je pense que j'ai vraiment hâte de la voir dans Challengers, mais dans ce film-là, je sais pas. Par contre, voilà, le reste du casting, Austin Butler, Stellan Skarsgård, enfin, tous ceux qui incarnent les Fremen. Dave Bautista. Ouais, Batista, rien à dire. C'est top de chez top. Et les costumes aussi, c'était top. Voilà. Et juste, qu'est-ce que ça vous inspire? Juste la fin de ce Dune. Parce que, Ah, tu m'as coupé la chic moi quand tu m'as dit. je t'ai expliqué, mais qu'est-ce que ça vous... Est-ce que ça vous Me hype spoil pas la suite. Est-ce que ça vous hype?
Bah, je sens venir le truc. On peut faire des pronostics, moi j'ai jamais lu. On sent que c'est une histoire un peu très amère, quoi. Ça va se terminer d'une manière hyper amère. Genre, ça va. Parce que là, on part sur une guerre christique, quoi. Non, mais tu vas rien voir de la guerre, tu vas tomber sur une ellipse de 15 ans après, les conséquences de la guerre, voilà. Oui, c'est comme ça dans le bouquin. Donc c'est comme ça dans le bouquin, même si je l'ai pas lu, hein, mais donc ce sera ça aussi. Mais je trouve pas que ce soit un défaut, parce que au final, cette guerre, tu sais déjà comment elle va se finir, c'est le rêve de Paul. Donc pourquoi perdre son temps à écrire une guerre qui, de toute façon, est censée être sanglante? C'est quand même plus intéressant. Comment tu sais qu'une guerre a été sanglante? C'est quand tu vois les conséquences et les désastres qu'elle a provoqués. Donc ça peut être intéressant. Par contre, je vois pas comment Villeneuve, qui base tout son concept de Dune, c'est-à-dire basé sur l'action, va pouvoir faire un truc intéressant avec le Messie de Dune. Enfin, basé sur l'action, le premier, on n'a pas tant que ça. Hein. Il se concentre beaucoup plus sur l'action dans le 2. Oui, mais je vois pas ce qu'il va pouvoir faire d'intéressant avec parce le Messie de Dune. Dans le 3, ce serait quoi? Ce serait vraiment des huis clos, ce serait que des complots, ce serait de la politique, c'est plus ça, quoi. C'est C'est politique. ce qu'est le Messie de Dune. Le Messie de Dune, c'est 80% de Paul qui est dans son coin, dans son salon, en train de réfléchir, qui se dit « Bon Dieu, je suis un génocidaire ». Ouais, voilà. Donc, ça va être hyper intéressant, ça va être un défi pour Villeneuve, parce que lui, il aime filmer le désert, c'est son principal but, quoi. Enfin, il aime surtout filmer les déplacements. Et donc, qu'est-ce que tu fais d'un mec qui reste dans son coin et qui réfléchit à sa vie, quoi. et puis il peut le relever. Enfin, Non, mais curieux. Mais j'aimerais quand même le voir faire autre chose. Mais il a dit en interview, je peux vous donner l'info, entre Dune 2 et Dune 3, il fera un film. Ouais, ça fait plaisir. Qu'il en sorte un peu, quoi. Parce ouais, que... puis peut-être autre chose que de la SF, parce que Blade Runner 2049 qui était fait avant, voilà, ça fait genre. Même Arrival, hein, ouais, voilà, ça fait depuis 2016 qu'il a pas fait un film qui n'est pas un film de science-fiction, et ça ferait plaisir de le voir dans. Il y a une sorte d'incendie, quoi, un film un peu comme ça. Ah, un film à Sicario, moi, j'adore Sicario. Ouais. Voilà. Fais-toi plaisir, Tony. Un petit film, je pense qu'il veut faire, pas un gros. Un film avec pas beaucoup de dialogue, vu qu'il a dit qu'il aimait pas les dialogues. Il fera des gros booms, c'est tout. Boum, boum. Juste arrête avec ta basse, s'il te plaît, Denis. Les chiffres de Dune 2, c'est 190 millions de budget, donc un peu plus que le premier. Pour un premier jour en France, donc le 28 février, à 260 811 entrées, donc bien sûr, premier des nouvelles sorties et meilleur démarrage de l'année, pour l'instant. Et pour les avant-premières du jeudi soir aux États-Unis, parce que pour l'instant, au moment où on enregistre, les chiffres ne sont pas tombés, donc j'ai juste ceux des avant-premières, c'est 12 millions de dollars. On passe à un film de SF français, parce que de son côté, Bruno Dumont nous réalise là une autre forme de space opéra. Si beaucoup résument ce film à une parodie de Star Wars, il est plutôt un pastiche de grande envergure avec en tête d'affiche Fabrice Lucchini et Camille Cotin. C'est l'Empire. Les temps sont proches. Sire, vous voici enfin parmi nous. Ne tardons pas. Nous livrons bataille pour la cause dont vous êtes la souveraine. Ici, sur la Terre. Vous avez pas vu un ovni? Un quoi? Un ovni. Les humains sont attachants. C'est pour cela que nous allons envahir la Terre tout entière. Ah, j'ai Johnny. Ah putain, tu l'imites trop bien. Oh, Johnny, viens. Ouais, la voiture. Côte d'Opale, nord de la France, dans un paisible et pittoresque village de pêcheurs, un événement se produit enfin. Un bébé spécial naît. Un enfant si unique et si particulier qu'il déclenche une guerre secrète entre les forces extraterrestres du bien et du mal. Redis-moi le casting qu'il devait y avoir, parce que finalement, Dumont, il avait beaucoup d'ambition au niveau de son casting. Alors, au niveau du casting, il avait prévu Virginie Efira, Lily Rose Depp, Adèle Haenel, et Fabrice Lucchini était là depuis le début, de toute façon, il est resté. Ok. Donc c'est quand même un film ambitieux. Et je veux qu'on garde cette idée-là de ambitieux, parce que l'Empire, c'est beau. C'est beau. C'est un beau film. Est-ce que c'est un bon film? On va en parler. Mais est-ce que c'est un beau film? Oui. C'est un film bien réussi sur le plan technique. Quoi. Ouais. Un peu comme Dune, quoi. Enfin, technique. Visuellement. Niveau son, j'ai des trucs à dire. Est-ce que vous avez déjà vu des films de Bruno Dumont? Non. Parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que si tu arrives dans ce film et que tu dis juste « Ah, c'est une parodie Star Wars un peu à la française », et que tu n'as jamais vu de Bruno Dumont, eh ben, tu dois être bien perturbé. On savait tous à quoi s'attendre en allant voir un Bruno Dumont. Moi, j'avais jamais vu aucun de ses films, mais je connaissais son univers assez particulier, et j'ai pas été déçu. C'était très, très particulier. C'était vraiment très particulier. Moi, j'étais dans une salle avec que des vieux. Personne n'est rigolé, j'étais le seul à rire. Mais moi, c'est pareil, personne n'a ri. Ouais. Moi, j'avais un groupe d'adolescents. Il y en avait un, mais vraiment un autour de ses 5-6 potes. Il était complètement hilar. Il y avait quelques-uns de ses potes qui étaient en mode « Arrête, Arrête, s'il te plaît, Ouais, t'es mais au gênant. moins, tu vois, il y avait quelqu'un qui rigole dans la salle. C'est agréable d'avoir des gens qui rigolent dans Tu une vois, moi, salle, ce film, c'est le seul problème que j'ai avec ce genre de film, c'est que je ne sais pas quand je dois rire et quand je dois le prendre au sérieux. Oui. En fait, je sais pas quel moment où je dois me dire ça, c'est clairement une parodie, rigole, et à quel moment
je suis sérieux. Parce que le film n'est pas que de la parodie. Ça se sent que tu as des moments purement humoristiques, mais que derrière, il y a un sujet. Et du coup, j'étais un peu perdu. Et ce qui m'a amené à la conclusion que je vois ce que le film veut le faire, mais ça m'atteint pas. C'est pour ça que j'ai pas aimé le film. Mais en vrai, je pense que Dumont lui-même a un peu le cul entre deux chaises. À se dire, putain, j'ai les sous, j'ai le casting pour faire quelque chose qui a de la gueule. Mais en même temps, j'ai pas trop envie de me prendre au sérieux. Genre, tu sais, comme s'il avait un peu peur de se lancer. Ou peut-être je me trompe complètement et je connais pas du tout son cinéma et c'est très condescendant. Mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte d'impulsion, d'ambition de science-fiction français, tu vois, où il se dit, je vais le faire. Il n'ose jamais trop, tu vois. Et du coup, bien Johnny. Moi, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il a pris des acteurs qui n'étaient pas des acteurs, en fait, que c'était beaucoup de casting sauvage. Il y avait des grands acteurs, mais aussi des castings sauvages. Il y a quelques acteurs super bien. C'est leur premier film. Par exemple, celui qui joue Johnny, Brandon Blake, j'adore. C'est son premier film. Ah oui. Et celui qui joue Rudy. Voilà, Rudy. Je voulais parler de Rudy. Julien Magnier, c'est son deuxième film. Il avait joué dans Jeanne, le précédent film de Bruno Dumont. Voilà. Okay. Et autant Julien Magnier en Rudy, j'ai pas aimé du tout, mais Brandon Blake, je l'ai trouvé brillant. Voilà. Rudy m'a vraiment beaucoup fait rire. Je crois que c'est le seul personnage qui m'a fait rire. Moi, il m'a énervé. J'en pouvais plus. C'était vraiment génial. Tellement il jouait mal, mais genre il jouait bien. Moi, c'est Camille Cotin qui m'a fait rire. Le peu de scènes qu'elle a, ça m'a fait rire parce que Camille Cotin, quand elle arrive, j'ai l'impression de voir Connasse. Quand la série Connasse, parce qu'elle arrive, donc le concept du film, c'est donc tu as les 1 et les 0, donc le bien et le mal, et ils se battent à petite échelle dans cette ville du Nord-Pas-de-Calais en prenant le corps des humains. Et elle arrive, elle incarne Madame la mère, et t'as une dame qui arrive et qui fait « oui, j'ai mal à ma jambe » et tout. Et du coup, elle essaye de faire semblant de s'intéresser. Elle dit « oh, c'est terrible », mais t'as vraiment l'impression de la personnalité politique qui n'en a rien à faire. Oui. Et c'était brillant. Oui, ça c'était drôle, mais à vrai dire, j'ai pas tant rigolé que ça devant le film finalement. En même temps, je trouve que le film a un panel assez large en matière d'humour, tu vois. Parce que t'as le personnage de Cotin qui a un humour assez particulier, t'as les deux personnages des deux flics qui sont, qui viennent de la série Petit Quinquin. Ah d'accord. Oui, parce qu'à la base, Dumont a fait une série, Petit Quinquin, et en fait, c'est les deux personnages principaux de cette série-là. Et même genre le personnage de Brandon Blake, du coup Johnny, dans sa nonchalance, tu vois, des fois il se prend très au sérieux et des fois il est très drôle, tu vois, genre sur les chevaux, les scènes avec les chevaux, voilà quoi. Quand ils partent en vadrouille avec leurs chevaux, c'est génial. C'est ça. Mais en même temps, je me suis fait chier. Ah oui, non, je me suis fait chier, mais j'ai quand même regardé. Et j'ai quand même rigolé, mais je me suis fait chier. C'est ça, on s'est fait chier. Et en vrai, en plus, le climax de fin est giga décevant. Oui. Voilà. Je suis d'accord. Mais il y a quand même des choses à garder, je trouve, dans ce film. Notamment que ce soit, on le disait avant, que c'est beau, mais c'est un film qui te prouve qu'on peut faire un film de science-fiction en France totalement crédible. Les plages du Nord-Pas-de-Calais, ça passe totalement. Mais on se croirait dans l'univers Gareth Edwards. Ah ouais, genre celui qui a fait Rogue One et The Creator, oui. On se croirait dans les plages de Rogue One, en fait. Bah ouais. Et c'est beau. Mais c'était paysan, hein, rien que ça. Hein. Ouais, franchement, ouais. Et c'est marrant, genre, par exemple, ces personnages qui disent je t'ai jamais vu, toi, mais j'habite au bout de la rue. C'est en mode. Ouais, c'est la campagne, quoi. Mais même l'idée du scénario, je la trouve assez brillante parce que c'est prendre une petite ville de France où tout le monde a ses petites habitudes et en fait tout le monde s'en fout d'eux. Et en fait, à cette petite échelle, en fait, tu as une guerre intergalactique où ça se joue le destin de l'univers. C'est ça. Et ça, c'est assez intéressant. Oui, c'est ça. Et le pire, c'est que je me suis posé la question qu'après le film, mais c'est à un moment, je me suis dit, mais putain, il n'y a pas de l'armée qui débarque ou je ne sais quoi, alors que, bah non, parce que ça reste dans son petit cercle et c'est pas plus mal. T'as juste les deux mecs de la gendarmerie totalement perdus. Je parle du son maintenant. Oui. Je sais pas si ça vous a fait cet effet, mais je trouve qu'il y a des coupes entre différentes scènes ou même entre différents plans. Les coupes sonores sont vachement mal branlées. Et aussi, dans les scènes qui se passent dans l'espace, mais genre, tu sais, en dehors des édifices de l'espace, vous avez pas senti ce... Ah ouais. Ouais. Comme si vous écoutiez DCP et qu'on parlait dans le vide. C'était pas tes acouphènes qui faisaient ça là. Ouais, je pense que tes acouphènes, t'avais vu Dune 2 avant. Non, j'ai vu l'Empire avant Dune. La veille. Donc, moi, niveau son, j'ai repensé aux grosses boules noires qui font... Ouais. J'ai adoré, j'étais vraiment dans le délire, là, j'étais vraiment dedans, voilà. C'était incroyable. Il y a des trucs, niveau visuel, on peut en parler, c'est génial. Les vaisseaux spatiaux, vous en pensez quoi? Le premier vaisseau que tu vois, franchement, j'étais impressionné. C'est la Sainte Chapelle, de vaisseau cathédrale, la chapelle là. C'est la Sainte Chapelle de Paris. C'est génial. Franchement, je m'y attendais pas et j'étais agréablement surpris. J'aime beaucoup. Franchement, les FX sont vachement propres. Hein. Ouais. On a l'air vachement extatique finalement, hein, même si on s'est fait chier. Hein. Oui, non, mais c'est ça qui est bizarre. Je me suis pas totalement ennuyé, tu vois. Je me suis laissé assez prendre par le récit.
Mais comme je t'ai dit, j'avais surtout ce sentiment d'être perdu, de pas savoir où ça allait m'emmener et à quel niveau je devais prendre le film. Non, en tout cas, c'est beau de faire un film avec des acteurs qui viennent vraiment de là-bas, quoi. Des Ouais. gens qui sont vraiment des gens, quoi. De tous les acteurs, moi, il y en a un que je trouve qui cabotine un max. Lucchini ? Bah ouais, Ah oui, on revient à Lucchini alors. bah ouais. Bah je trouve que Lucchini devient un peu ce qui est devenu Delon à la fin de sa carrière. Une caricature de lui-même. C'est-à-dire qu'on a arrêté d'écrire des rôles pour Lucchini, on a décidé d'écrire Lucchini pour Lucchini, mais genre dans une esquisse à la fois cynique et à la fois autoparodique. Et genre Delon, par exemple, bah, à la fin, il se retrouvait à faire Astérix aux Jeux Olympiques, où il incarne Jules César / Alain Delon, le mythe Delon, tout en étant complètement raté. Et ben voilà, là je trouve que Lucchini incarne l'exubérance Moi, il me saoulait. de Lucchini, J'en pouvais plus. saupoudré de cynisme et d'autodérision, mais complètement à côté de la plaque. Et si c'est ça le reste de la carrière de Lucchini, ce qui est à venir pour lui, ça me rend un peu triste. Parce que Lucchini, qu'est-ce qu'on lui demande de faire? C'est sourire, avec ce sourire un petit peu bizarre, et c'est tout. Genre, tu sais, il est juste. Il est dans sa cathédrale, il fait des gestes en mode Ah, je suis Lucchini! Et voilà. Putain, c'était Lucchini que j'avais en face de moi là, waouh. Voilà. Ouais. Il nous a appris un truc super intéressant, Lucchini, dans ce film, quand même. Qu'est-ce qu'il dit déjà? Eh ben, les palourdes ont un cerveau et pas les moules. Voilà. Oui, Ouais, je savais exactement pas. ça, je savais pas. C'est vrai. C'est peut-être le meilleur dialogue qu'il a fait dans toute sa carrière, je ne sais pas. Non, mais voilà, en vrai, j'ai peur pour Lucchini. J'ai peur de ce qu'il devient, tu vois, parce que je me dis, quand il y avait Ozon, tu vois, qui lui donnait des rôles et qui lui donnait à jouer, c'était intéressant. Là, si c'est tout ce qu'on lui reste, tout ce qui reste à incarner, ça fait peur. Mais le film a eu le prix du public à Berlin. Hein. Ah ouais? Oui. Le prix du public à Berlin. À Berlin? Qu'est-ce que ça allait foutre à Berlin? Bah, c'était à la Berlinale et ça a eu le prix du public. Mais c'est fou. Mais oui. Mais c'est. Mais en plus, la critique aime ce film. La critique, globalement, aime le film. Mais la critique aime bien Bruno Dumont. Par contre, ce qui est très intéressant avec Bruno Dumont, c'est qu'il y a vraiment les spectateurs qui aiment Dumont, c'est les aficionados de Dumont. C'est Parce ça. que si tu regardes les critiques spectateurs, mais en fait, personne ne comprend ce film. Les gens trouvent que c'est mal joué, c'est n'importe quoi. Mais c'est volontaire. Et, Oui, bien sûr. en fait, c'est pas un cinéaste pour un grand public. C'est en adéquation avec son propre style. Mais il me semble que Maloute, ça avait été quand même vachement nommé au César. Hein. Il me semble que ça possible. avait fait... Ouais, il me semble bien. Hein. 6 ou 7 nominations au César, si je dis pas de conneries. Donc il est quelque part reconnu, mais dans son coin. Dans le milieu cinématographique. Un peu comme un Dupontel en soi, hein. Même si Dupontel s'ouvre de plus en plus au public. Bah, Dupontel, quand même. Adieu les cons et il était une fois là-haut. Ouais, mais justement, avant Au revoir. avant l'explosion de ces films-là, Dupontel restait quand même vachement dans son coin, dans son petit délire de niche, quoi. Les premiers temps. Ouais, c'est ce que je vois, du coup. Est-ce que Dumont est amené à s'ouvrir en... Bah, déjà, l'Empire, j'ai l'impression qu'il fait un peu plus parler de lui, hein. Ça, c'est grâce à sa bande-annonce qui est totalement pas dans le style du film. Hein, Qui est finalement. totalement lunaire, hein. Mais en même temps, elle est attirante, cette bande-annonce, hein. Je veux dire, C'est ça. quand Camille Cotin a dit « Les humains sont des êtres attachants, c'est pourquoi nous allons les envahir », t'es en mode « Hein, quoi ?» Mais il faut que je vois ça. Voilà. Moi, j'ai pas grand-chose d'autre à dire sur l'Empire. J'ai pas spécialement aimé, mais en même temps, je reconnais beaucoup de qualité au film. C'est ça. Le film, on voit ce qu'il veut faire, mais ça nous atteint pas vraiment, quoi. Ouais. Mais c'est pas grave, en vrai. Moi, Mais c'est pas grave, finalement. S'il y a des gens qui ont kiffé, franchement, je suis très heureux pour eux. Et en vrai, on a un peu rigolé, donc quelque part, je suis heureux pour moi-même. Et puis, ça met en avant le nord de la France, et c'est plutôt intéressant. Quelque chose qu'on fait pas assez, quoi. On fait beaucoup le sud, mais pas le nord. Mais tu vois, entre Chien de la Casse et l'Empire, ça me fait dire, en fait, genre, Nick allait faire des films dans des appartements parisiens et à Paris. Je prends ma bagnole, je prends ma caméra et je vais filmer en Picardie. Voilà. Let's go. En Bretagne? Non, on l'a déjà fait trop. Non, Ouais, trop Bretagne, non. Bretagne, c'est exotique, tu vois. Eric Romer, tout ça, non. PACA, en PACA, mec. Ok. Ouais, allez. À Il y a Monaco? eu Bac Nord. Non. Les chiffres? Alors, les chiffres, à savoir que l'Empire est une coproduction entre 5 pays, la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie et le Portugal, Ah ouais. quand même, pour un budget de quasiment 8 millions d'euros. C'est rien, hein. en vrai. Ce qui est pas énorme, hein, finalement. Hein. L'Empire, pour sa première semaine, a fait 48 695 entrées, c'est le 6e des nouvelles sorties, ce qui fait environ 300 000 euros. Ouais. Non, Il se bah, remboursera pas avec ses sorties, avec Il ses le entrées savait. salles. Hein, Je je le pense. savais. On lui souhaite le meilleur, en vrai, c'est bête, mais je lui souhaite le meilleur à ce film-là, quand même. On en a fini avec Néocritique, messieurs. On fait une pause musicale avec Kalala et le morceau Joli Body. Jolie body.
On se clash, tu ris sur mes côtes. Ton regard, ta main sur mon dos, mais je suis pas si facile que Totco. Mec, je suis une meuf capable, loin de moi tes jolies fables. Toujours irraisonnable, toi et moi ça doit être viable. Pas le temps pour des bêtises, jolies phrases et des kiss-kiss. Ne m'appelle pas baby, l'amour n'est pas une comédie. Le boy m'a kiffé, me veut rien qu'une nuit. Ses yeux se dessinent sur mon joli body. Loin de mon viseur, les bad boys indécis. Demande à Loki. Ouais, j'ai le meilleur comportement. Cherche plus, je suis la fille qui met les papillons dans le vent. Cherche plus, je suis la fille. Le boy m'a kiffé, me veut rien qu'une nuit. Ses yeux se dessinent sur mon joli body. Loin de mon viseur, les bad boys indécis. Le boy a kiffé. C'était Kalala avec le morceau Joli Body. Vous pouvez la retrouver sur Instagram @KalalaSoul, puis sur Spotify, sur Deezer, sur toutes les plateformes que vous voulez, tout comme TCP. On arrive dans notre deuxième partie. Et là, on va parler de cérémonie, parce qu'on va parler des Césars, on va parler des Oscars, on va parler de beaucoup de choses. Mais, première chose, les chiffres des Césars. Et oui, afin de répondre à notre émission spéciale hors série sur les Césars avec nos prédictions, je vous propose aujourd'hui une chronique sur les chiffres des Césars 2024. Avec dans un premier temps les chiffres de la cérémonie en elle-même, puis dans un second temps nos chiffres des Césars. Si on a été bon ou pas. Commençons avec les chiffres globaux de la cérémonie donc. Globaux 4, c'est le nombre de films qui ont remporté au moins 2 Césars. 2 pour Chien de la Casse et Je verrai toujours au visage, et qui a remporté le César des lycéens, pour ceux qui ne le savaient pas. 5 pour Le règne animal, ce qui fait un ratio de 38% de récompenses obtenues par rapport à ses nominations. Et 6 pour Anatomie d'une chute, ce qui fait un ratio de 50% de récompenses obtenues par rapport à ses nominations. 6, c'est le nombre de films qui n'ont eu aucun César alors qu'ils étaient nommés au moins 2 fois. On peut citer Jeanne du Barry, Le Ravissement, mais les plus gros coups durs sont pour l'été dernier avec ses 4 nominations et La Passion de Dodin Bouffant pour ses 3 nominations. Alors, Dodin Bouffant, ça me fait un peu chier. L'été dernier. C'est un chef-d'œuvre l'été dernier. C'est un chef-d'œuvre. Et donc oui, ce que tu disais Julien par rapport au fait que le CNC ait envoyé Dodin Bouffant aux Oscars et pas Anatomie d'une chute, il n'est pas sauvé politiquement ce film. 14, c'est le nombre d'œuvres différentes qui ont été récompensées, vraiment toutes les œuvres, en comptant les courts-métrages. 35, c'est le nombre de Césars remis à tous les récipiendaires de cette cérémonie. 3, c'est le nombre de Césars qu'a reçu Justine Triet, parce qu'elle a fait le triplé meilleur film, meilleur réal, meilleur scénario original. 1,86 million, c'est le nombre de téléspectateurs de la cérémonie. C'est mieux qu'en 2023, où ça avait fait que 1,7 million. Et on peut remarquer que la cérémonie regagne des téléspectateurs, puisqu'en 2022, seulement 1,3 million de téléspectateurs se sont mis devant la cérémonie. Ça dépend, je pense, des candidats, en fait. Là, il y avait quand même Justine Triet, Raphaël Quenard... Je me demande si le fait de ne pas avoir de maître de cérémonie, ça joue un peu. Passons maintenant à nos chiffres des Césars 2024. Alors, vous vous demandez qui a bien pu gagner notre jeu des prédictions. En vrai, il n'y a pas trop de suspense parce que le gagnant on le sait déjà, mais c'est Fred qui a gagné avec ses 12 bonnes prédictions sur 19 qui l'emporte. C'est pas énorme BG. en vrai. C'est pas 12 sur 19, c'est vraiment pas mal en vrai. BG. Ouais, je sais. Suis Julien avec 11 sur 19. Vraiment beau score. Merci. Et enfin, Owen et moi-même sur la dernière marche du podium avec 8 bonnes prédictions. On n'a même pas la moitié. Comme ça, au moins, il n'y a pas de perdant solitaire. Voilà. Ouais, je suis nul, mais je l'assume. Moi aussi, je me suis foiré avec mes Césars techniques sur les 3 mousquetaires. J'ai toujours été nul à ces jeux-là. Voilà. Et tu le resteras. Mais là mon objectif, c'est de faire le pire score aux Oscars, tu vois. C'est le nombre de catégories où une seule personne d'entre nous a trouvé la bonne prédiction. C'était évident puisque chacun avait mis une pièce sur un film différent, mais c'est meilleur Fred film avec étranger. Sa bonne prédiction sur le meilleur film étranger. Simple comme Sylvain, c'était obligé à mériter ce César. Non, c'était pas obligé, mais t'as vu juste. C'est obligé. Je voulais faire un accent, mais c'est hyper raciste.
C'est pour ma façon de faire. D'accord. C'est le truc que j'ai. Et donc, en plus d'avoir gagné, Fred peut se vanter d'être le seul à avoir raison sur une catégorie. Merci. Beau gosse. On m'applaudit pas là? Allez, hop. Merci. À l'inverse, 4, c'est le nombre de catégories où une seule personne n'a pas donné la bonne prédiction. Donc Owen est le seul à s'être trompé sur meilleur premier film et meilleure réalisation. T'avais dit quoi? Je dis que j'étais nul. T'avais dit quoi? Meilleur premier film, il avait J'étais dit nul. Vermine, et meilleure réalisation, il avait dit Cédric Kahn. Julien est le seul à s'être trompé sur le meilleur scénario original qu'il voyait attribué au règne animal, mais qui finalement a été attribué à Anatomie d'une chute. Et moi-même, je suis le seul à m'être trompé sur les meilleurs effets visuels. Je croyais qu'on avait donné les 3 mousquetaires, finalement, c'est le règne animal qui l'a remporté. 7, c'est le nombre de catégories où aucun d'entre nous n'a eu la bonne prédiction. On peut citer le meilleur acteur dans un second rôle, la meilleure révélation féminine, meilleure adaptation, meilleure photographie ou encore meilleur film d'animation. C'est vrai que meilleur film d'animation, c'était quoi au final? C'est C'était, Linda du Poulet. C'était qui a Linda, gagné. ouais. C'est ça. J'avais hésité, putain, j'ai pris Marx parce que je l'avais vu, parce que j'avais adoré. Bah ouais. Mais c'était sûr, c'était Linda. C'était une petite prod. Dunenbach. Italien en plus aussi. Ouais. C'était sûr. Et donc, Et donc, à l'inverse, 5, c'est le nombre de catégories où nous avons tous eu bon. Notamment pour meilleur film, mais aussi pour meilleure actrice, meilleure révélation masculine, meilleur décor et enfin meilleur montage. Bah, c'était évident, c'était Anatomie d'une chute la plupart du temps. Mais c'est le commentaire que j'ai eu à droite à gauche, c'est que finalement les résultats étaient un peu évidents. Enfin, Oui. pour tout le monde, ça allait être Anatomie d'une chute. Ouais, en vrai, c'était évident. Et ça l'a été. Je pense qu'on a trop voté des goûts à nous, quoi. Des films qu'on aimait bien. Il faut voter, quand on vote pour les Césars, il faut réfléchir un peu au grand nombre, quoi. Bah non, pas forcément, parce que moi, tu sais, c'est ce que je disais avec les 3 mousquetaires. Moi, je pensais qu'il allait remporter plein de Césars techniques, pourtant, j'ai pas ultra apprécié le film. Et je me suis fait avoir, c'est le règne animal qui a gagné. On tout aurait ça, dû se dire, bah, tu vois, Anatomie, ça va gagner tous les prix, c'est sûr, et ils vont quand même donner des trucs à Règne Animal parce que c'est quand même un gros film et tout, et puis C'était bah, le les plus visuels, nommé. quoi, voilà, tu vois. C'était une tactique. Bon, Tactique foireuse. oui. Et ben moi, je vais vous faire jouer avec les Oscars, les gars. Je vais vous faire jouer avec les anecdotes des Oscars, parce que les Oscars, ça arrive bientôt. On va faire un hors-série spécial Oscar. Et j'ai récupéré quelques petites anecdotes, et il faut me dire si elles sont vraies, si elles sont fausses. Ouh. Voilà. Par exemple, alors j'ai 9 questions. D'accord. John Ford a gagné 4 fois l'Oscar du meilleur réalisateur. Vrai. C'est faux, il a gagné plus. Très bonne question. Vrai? C'est vrai, les gars. C'est le seul réalisateur à avoir gagné 4 fois l'Oscar du meilleur réalisateur. Ensuite, les gars, Walter Disney est la personne ayant reçu le plus d'Oscars dans sa vie. Enfin, de tous. Bah oui. Oui, je dirais oui. Non. Eh bah, si. Et devinez combien en compétition? 30 et quelques, je dirais. 45. Une trentaine aussi. Oh, vous allez loin, les gars. 22. Ouais, 22, c'est quand même beaucoup. Non, parce que t'as pas compté celui pour Blanche-Neige et les 7 nains, il y avait le grand et 7 petits derrière. Ouais, mais ça, je l'ai pas compté, justement. Non, du coup, 22 en compétition et 4 en Oscar d'honneur. Donc, c'est quand même... c'est stylé. Laurence d'Arabie est le film le plus long à avoir reçu l'Oscar du meilleur film. Putain, attends. Ouais, je pense que c'est vrai. Meilleur film. Ouais. Faux. C'est vrai. Moi, je dirais Autant n'emporte le vent. Et bah oui, c'est Autant n'emporte le vent. Oh non. Bah ouais, le film il dure 4 heures. Laurence d'Arabie, il dure pas... 3h40. Ouais. Ouais, ça va, 20 minutes, mec. T'es relou. Alors, les gars, Michael Jackson a acheté un Oscar aux enchères. Faux. Allez, pourquoi pas. Ouais, j'ai envie de dire vrai aussi. Il a une bonne gueule à faire ça. Bah c'est vrai. Ah ouais. C'était l'Oscar de qui? Je sais plus, j'avais lu en plus, mais je sais plus. Mais il a acheté à 1,5 million de dollars. Mais pourquoi, genre Il s'est dit, il l'aura jamais de lui-même, alors faut qu'il l'achète. Et du coup, question suivante, la valeur d'un Oscar en or, elle est de 104 700 dollars, vrai ou faux? C'est moins. Ah, je dirais vrai, pourquoi pas. C'est Ouais. plus. Vrai? Non, c'est carrément faux. Ça vaut moins que ça. Ouais, un voilà. Oscar en matière de matière, c'est 18 000 dollars. Ah, honnête. C'est pas mal quand même, hein. Honnête. Ouais, c'est Tu pas fais mal. fondre ton Oscar, t'as 18 000. Et ouais, le discours de réception d'Oscar le plus court est de 2 mots. Oui, je sais, c'est vrai. Et je sais qui c'est et pour quel film. C'est thank you. Bah ouais, Non. c'est thank Ah you. ouais Ouais. Patty Dukes qui a dit thank you. Ah non, je croyais que c'était Joe Pesci pour les affranchis. Non, Joe Pesci c'est It's my pleasure. Thank you. Oui, ouais. Donc il y a 5 mots. Ouais. Avant, on décernait aux enfants l'Oscar de la jeunesse. Vrai ou faux? Oui. Faux. Vrai ou faux? Bah oui, c'est vrai. Il y a que du vrai depuis le début. Mais non, il y a eu du faux. Quasiment que du vrai. Ah oui, alors de 1935 à 61, il y avait l'Oscar de la jeunesse, et à partir de 62, les enfants sont dans la même catégorie que les adultes. La France est le pays ayant gagné le plus d'Oscars du meilleur film étranger. Faux. Faux. Vrai. C'est faux.
Je pense que c'est le Royaume-Uni, non? Non. C'est pas du côté de l'Asie. Sachez qu'on est les deuxièmes à avoir reçu. Pas le l'Italie plus. alors le premier? Exactement. Nous, on a reçu 12 Oscars du meilleur film étranger. Et le dernier, ça date de. Bah, c'est The Artist, non? Non, il a eu meilleur film. Est-ce qu'il avait eu meilleur film étranger? Je sais plus. Ce meilleur film étranger des artistes. Non, il a eu meilleur film. Hein. C'était meilleur film des artistes. J'ai un doute maintenant. Oh, je sais plus. Mais ouais. Et du coup, l'Italie, c'est les number one avec 14. Et enfin, ma dernière question. Aucun film n'a gagné le Big Five. Alors, qu'est-ce que le Big Five? C'est remporter les Oscars les plus importants qui sont meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleur acteur, meilleure actrice. Faux. Faux. Faux parce qu'il y en a 3. Il y a Et des ouais, films qui ont gagné. Il est trop fort. Et c'est Il lesquels? y a Silence des agneaux, je suis sûr. Ouais. Ben-Hur. Non. Non, pas Ben-Hur. Mince, Vol au-dessus d'un nid de coucou. Yes. J'ai plus le dernier. Titanic. Non, Non. pas Titanic parce qu'il avait pas les acteurs. C'est New York, Miami. Oh, je l'aurais pas eu. Ah oui, si, c'est vrai, c'est le film avec Clark Gable et Claudette Colbert. Exactement. Ce mec est trop fort et comme d'habitude, il a gagné parce qu'il est trop fort. On applaudit Jérémy. Attends, du coup, faut que je trouve l'info que je cherche. J'ai quand même perdu les prédictions des Césars. Ouais, c'est bon. À égalité avec lui. Hein. J'avais 12. Le dernier qu'il a remporté, c'était. Putain, faut remonter en 93. Hein. Aïe. Pour Indochine. Et le dernier nommé, du coup, c'était Les Misérables de l'Edge. Qui avait perdu. Eh ben les gars, on a fini les jeux, on a fini les chiffres. Maintenant, c'est l'heure du Joker. Alors, Et oui, c'est ton Joker à toi, Fred. j'ai une petite idée de Joker, mais en fait, c'est une sorte de prise d'otage. Oula. Où je vais devoir avoir 2 Jokers. Oh, quoi? 2 semaines, enfin 2 émissions d'affilée. Je veux faire une expérience ce soir, et je veux qu'on parle chacun d'un film de notre enfance. Un film qui nous a marqué, mais qu'on a totalement oublié. Un truc, vous voyez un peu ce genre de film qui vous marque, qui vous a vraiment touché, mais qui est très lointain, que vous n'avez pas revu depuis vos petites années, en fait. Ouh. Voilà. Moi, j'aimerais parler d'un film Vas-y. qui s'appelle Tom et Lola, qui est un film très bizarre. J'ai très peu de souvenirs de ce film. C'est vraiment un film très mystique qui parle de 2 enfants en fait qui vivent dans des bulles, qui sont chauves, qui ont une maladie hyper chelou, qui peuvent pas sortir du monde. Et c'est un film vraiment que je me rappelle pas de ce qui se passe dedans, mais il y a une atmosphère qui m'a tellement marqué que c'est un film qui me suit mais partout. Voilà. Et je me dis que ce serait hyper intéressant en fait aujourd'hui de parler donc chacun d'un film qui est vraiment loin, quoi, qui nous a vraiment touché quand on était gosse, qu'on n'a pas revu, et que pour l'émission prochaine on le regarde en fait. C'est vachement intéressant, mec. Qu'on le regarde et qu'on en reparle et qu'on dise qu'est-ce qui nous a touché, qu'est-ce que ça marche encore aujourd'hui surtout. Mais pour ça, faut que j'aille chercher loin dans mes souvenirs. Un petit truc, un truc qui vous paraît loin, un truc qui... Moi j'en ai un. Ouais. J'ai plus trop le titre en tête. C'est pas le géant de fer? Le Ah, dessin le animé. géant de fer. Brad Bird. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Ouais. Ah, j'adorais quand j'étais petit. Et tu l'as pas revu. Non, j'ai pas vu depuis que j'étais petit. Même ma mère elle m'avait interdit de le regarder. Ah ouais? Parce que ça me faisait pleurer. Oh, ah. Et du coup, elle voulait plus que je regarde ce film. Ah bah, si tu le remates, tu ouais, tu mais me diras si tu- il va peut-être avoir un... Une petite larme. Ouais, je sais Et pas. vous voyez ce truc un peu de Madeleine de Proust et tout, je me dis que ça peut être hyper intéressant, genre de parler d'un film chacun. Un truc voilà qui paraît loin, quoi. Ce film, vraiment, Tom et Lola, genre vraiment, c'est un film mais inconnu au bataillon. Alors, un peu Et ça chelou. t'évoque... On va passer... Non, mais, ouais, non, parlez, mais vas-y. Qu'est-ce que ça Ça m'évoque? t'évoque quoi, du coup, là? Tu l'as pas revu, mais qu'est-ce qui te... Là, tu y repenses, c'est quoi qui te revient en Bah, tête? je crois qu'à un moment, les gosses sortent de la bulle. Genre, tout le film, ils sont dans la bulle et ils sortent. Et c'est un film très froid, c'est un film très silencieux, c'est un film, mais genre, je sais pas, juste, il y a un truc dedans qui est genre hyper beau, quoi. Et à la fin, en fait, ils découvrent le monde. Et c'est hyper chelou, c'est vraiment... Bah, tu vois l'affiche, là. Voilà, quoi. Et non, ce film, je sais pas, je crois que ma mère avait la VHS, donc je le regardais de temps en temps. Enfin, c'est des films qui étaient là, quoi. Ouais, pensez au VHS, pensez à des films de vos parents. Enfin, Non, parce que jusque-là, j'étais en train de chercher en dessin animé un peu, tu vois, genre les suites ça Disney. peut être des films aussi, hein, Mais les du suites réel. Disney un peu obscures, tu vois, du style Le Royaume 2 ou qu'est-ce que j'avais vu quand j'étais gosse Oh, je sais plus, mais genre vraiment les suites direct ou DVD un peu connes. Non, par contre, j'ai trouvé, c'est un film que je matais avec mon père. Star Trek, Premier Contact, avec Jean-Luc Picard, incarné par Patrick Stewart. voilà, où il y avait une reine mutante qui kidnappait le pote de Jean-Luc Picard et qui le transformait un peu en extraterrestre. Et j'ai vraiment très peu de souvenirs de ça. J'ai un autre film aussi très très obscur dont je me souviens pas, mais où je me souviens que mon père, à chaque fois, il me masquait les yeux, il fait « Non, regarde pas !» C'est quoi? Je sais plus. Bah non, Ah, ok. je me souviens plus. Voilà. Bah alors, à vrai dire, moi, c'est pas non plus, mais c'est parce que ma famille est pas très ciné techniquement. C'est plus moi qui vais proposer de regarder les films. Donc, c'est pas des films
que mes parents ou des personnes de ma famille m'auraient montré, mais tu sais c'est le genre de film qu'ils achetaient parce que le DVD coûtait pas trop cher et puis voilà, ça fait plaisir. Donc moi j'ai deux films pareils qui me reviennent en tête, mais le truc c'est que t'as dit qu'il fallait les remater et je me demande si j'ai envie de les remater parce que dans mon souvenir, alors j'ai Gloops, je crois, ça s'appelle Gloops. Ah, j'adore ce film, ce film. Je l'avais vu gamin aussi. Je l'adore, Il y a vraiment. Gloops, Je suis un poisson, et il y a Stuart Little 3. Ouais, les deux, genre vraiment incroyable. Et en vrai, ouais, peut-être Gloops, pourquoi pas le revoir parce Franchement, que... je pense que Gloops ça peut être hyper agréable à revoir. J'aimerais bien le voir. J'ai une amie, elle est en DVD et à chaque fois que je vais en soirée chez elle, je tombe sur le DVD. Il y a un karaoké dans le DVD. Enfin, il y a un truc karaoké. Ah bon? Ouais. Mais à chaque fois que je vais chez elle, genre je prends la jaquette DVD et je la relis, tu vois. Je revois tout et j'essaie de me souvenir. Ça du parle film. de quoi ce film? C'est des gosses qui se transforment en poissons. Il n'y a pas leur grand-père? Non, je crois pas qu'il y a de grand-père. Là, tu viens de me faire. Alors, si quelqu'un connaît le nom de ce film, j'ai un film en tête. Mais c'est des gosses, un frère et sa sœur. Je crois qu'ils sont avec leur grand-père, ils se transforment en poissons. Et ils sont bloqués dans les égouts, dans l'eau, et ils doivent s'échapper. C'est peut-être ça, alors. C'est peut-être qu'il y a un grand-père, mais je me rappelle plus de la grosse daronne là qui ronfle. Genre vraiment dans Gloops, c'est une J'ai grosse aucun daronne. souvenir de Gloops. Genre elle est vraiment horrible, elle est en train de ronfler et ces gosses se transforment en poissons. Donc je sais Enfin, pas, je sais pas, c'est un des deux. Après moi je sais que j'ai vu beaucoup de films d'animation qui étaient un peu enfin c'était pas du Disney, c'était plus des trucs direct ou DVD, mais genre aussi Vaillant Pigeon de combat. Genre... Oh, ça apparemment c'était nul. Mais tu vois, moi c'est un film que j'ai maté énormément quand j'étais gamin quoi. Moi je pense à un autre film, mais là par contre je vous ai pas, là le Tom et Lola c'est déjà un peu mystique, mais alors le film dont je parle c'est vraiment encore plus mystique. C'est les films d'animation mais genre produits avec 10 balles, genre vraiment un billet de 10 balles qui viennent des pays un peu de l'Est et tout, et ça s'appelait le Noël des coccinelles. Et je peux le trouver, il faut juste que j'achète sur Amazon, genre il a 10 balles. Ça me fait rappeler quelque chose. Moi, ma mère, quand j'étais petit, elle travaillait pour une boîte de DVD. Ouais. Sauf que c'était des DVD, mais c'est des films qui sortaient qu'en DVD, mais c'était des DVD, c'était pourri. Ouais, c'était genre, t'avais Ratanouille. Et c'était une parodie. Et c'était même pas des films, c'est-à-dire que c'était des films. C'était genre, t'avais un DVD, t'avais genre 3 ou 4 épisodes de 20 minutes qui se suivaient. Et genre, t'avais Ratanouille et t'avais une parodie de Cars aussi. Ouais, mais du coup, petits trucs, c'était du Dingo Picture en fait. Mais ce qui est marrant, c'est que du coup, il y avait en gros, c'est une sorte de contrefaçons. Et bah, t'avais des contrefaçons genre Pinocchio, des trucs comme ça. Et moi, quand on me demandait si j'avais vu Pinocchio, bah, je disais ouais et tout. Et quand je montrais à mes amis ce que c'était et qu'on regardait, mais ils disaient mais c'est pas ça le vrai Pinocchio. C'est quoi ton Pinocchio du coup, là moi, je n'ai jamais vu le Pinocchio de Disney, mais j'ai vu mon Pinocchio version. Je sais même pas c'est quoi le nom. Elle a commencé avec vraiment des films mais nuls, des films. Ma mère regardait ça, je me disais mais pourquoi tu regardes ça par exemple, j'ai regardé Howard le canard. Ah oui. Vous voyez Howard le canard, la scène de cul avec une humaine, j'ai regardé ça, j'avais 6 ans quoi, tu vois. Putain, mais vraiment la classification d'âge, j'y connaissais pas. Ah non, mais pas du tout. Moi je regardais Critters 2 quand j'étais gamin. Non mais vraiment, mais des navets, genre il y avait aussi un film qui s'appelait Mac et moi. Ah oui. Tu vois le E.T. raté, bah pour moi quand j'étais petit, c'était mieux qu'E.T. Alors c'était incroyable. C'était le E.T. Alors c'est que vrai que j'ai revu le truc. Il a vu E.T. après, il a dit putain, c'est quoi ce film qui a tout plagié sur Back and là. Mais ouais. Quand j'étais gamin, je regardais beaucoup de films d'horreur nazes, tu vois. Ouais. Mais genre des trucs dans la veine de Critters, tu vois. Aller rechercher ça dans mes vieux souvenirs, je vais avoir du mal. Mais voilà, en tout cas, moi je m'étais dit, ouais, prenez peut-être un film vraiment qui vous paraisse loin et que vous avez vraiment pas revu, parce qu'il y a plein de films qu'on a revus. Et bah pour moi, ça va être Gloops alors. Ça va être Gloops parce que t'as vraiment pas revu depuis quand? Ouais, mais ça fait un moment et j'ai aucun souvenir du film. Ouais, voilà. Donc, toi, Julien, moi, c'est le Géant de Fer, mais je t'ai dit, je l'ai pas vu depuis, mais j'étais petit. Je vais être en CP ou peut-être en CE1. Mais je l'ai vu, mais je l'avais vu, mais je devais le regarder 2 fois par semaine. Genre, le regarder en boucle, le film. Ouais. Mais Star Trek, moi, c'était pareil. Genre, les 3 premiers Star Trek avec Jean-Luc Picard. Genre, le 3e, c'était Retour sur Terre. Et j'étais trop comme un fou sur le film. Genre, j'ai dû le mater des dizaines de fois en DVD. Mais tu l'as oublié, genre, vraiment. Bah, je me souviens juste de la fin. Ouais. D'un des sacrifices les plus beaux de l'histoire du cinéma. Enfin, peut-être que c'est de la merde, en fait, mais j'en sais pas. Moi, j'hésite entre Tom et Lola et vraiment le Noël des Coccinelles. Parce que le Noël des Coccinelles, c'est vraiment mystique. Vraiment le truc, personne ne l'a vu. Enfin, tu vois, t'as la jaquette, là. Oui. Et je crois que je peux l'acheter, genre, à 10 €. Genre, vraiment, il est hyper cher. Je sais même pas ce que ça vaut. Je crois qu'il y a 2 programmes. Enfin, vraiment, mais c'est un truc que personne n'a vu, pour le coup. Sinon, je peux regarder Chicken Little, mais j'ai vraiment la flemme. Oh putain, on l'avait revu, c'était horrible. Moi, je leur avais dit, c'est incroyable, Chicken Little, c'est l'un des meilleurs films d'animation. Je l'ai revu, j'étais en mode, ok. Je vais pas supprimer mes souvenirs. Et c'est vrai que là, du coup, le test qu'on va faire pour la prochaine émission, bah, c'est de revoir le film et de dire ce que vous en pensez, quoi. Mais je suis grave d'avoir d'accord. votre enfance détruite, chaud. Peut-être, de voir que ce film est horrible. Bah, je pense que Les Géants de Fer, c'est bien. Moi, il y avait Bienvenue chez tu vas peut-être réveiller mes traumatismes d'enfance. Ah ouais. Moi, il y avait Bienvenue chez les Robinson aussi, toute cette vague-là oui. de Disney en 3D un peu moche.
Mais je reste sur Star Trek Premier Contact, là, ça me hype trop de le revoir. Ok. J'aurais pu prendre Kirikou, mais j'ai jamais aimé Kirikou. Oh, c'était chouette, Kirikou. Ah, ça, je l'ai revu plein de fois, Kirikou. Pas toi, non du coup Je l'ai pas revu depuis le centre aéré. Donc Ah, ça pareil. Kirikou, c'était le film que je me regardais soit chez ma mamie, soit je regardais dans le bus du centre aéré. Là. Oui, T'avais oui, le grand oui, car pour oui, aller, oui. je sais pas, à Fontainebleau ou je sais pas où, t'avais 1 heure de car, Mais il oui. mettait tout le temps. Non, mais t'es Georges de la Jungle. La guerre du feu, les gars. Est-ce que vous aviez vu la guerre du feu Non. de l'anneau? C'était trop ouf. Mais bon, je pars sur Star Trek. Ok. Bah voilà. Eh ben merci mec, parce que franchement, ton Joker il me hype. Ouais. Franchement, Non, il Est-ce que vous êtes franchement, prêts là? Il faut le regarder. Trop hein. chaud. Du coup là, L'homme a réussi à séquestrer le Joker pour 2 émissions, c'est beau. Exactement. Du coup, J'apprécie l'audace. tu donnes ton Joker à qui? À moi. Oh l'enfoiré. On est Ah, il là. s'aime trop. Eh ben mec, bien joué. De rien. La prochaine fois pour le Joker, on parle du géant de fer, de Gloops, de Le Noël des coccinelles, vas-y. et de Star Trek. Je suis seul à ne pas parler de dessin animé du coup. Ouais. Ah ouais. Je suis très content de moi. Eh ben, messieurs, dames, on va vous quitter sur cela. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On vous retrouve sur Spotify, Deezer, Apple Music, YouTube. Et sachez que du coup, d'ici quelques jours, vous allez avoir un hors-série spécial Oscar, de la même manière qu'il y a eu le spécial César. On vous retrouve dans 2 semaines pour un épisode standard. Et on vous fait des gros bisous. Au revoir. Au revoir.